minutes de cette deuxième mi-temps, c'est-à-dire pendant les arrêts de jeu, le tir de Lemay sur ce coup franc. 1-0 donc pour Toulouse, mais c'est Orléans qui est sorti sous l'ovation du public. Bref, une équipe de Toulouse qui a eu chaud face à Orléans, l'Orléans de Jackie Lemay et de Serge Chiesa. Des résultats finalement conformes à la logique dans ces matchs de 32e qui se sont déroulés jusqu'à présent, sauf peut-être un. C'était vendredi en ouverture à Cannes et Toulon affrontait Nice. Nice qui caracole en tête de son groupe en deuxième division. Didier Roustan était présent. Et oui, mais Toulon qui est l'une des meilleures formations de notre championnat et qui partait donc légèrement favori. Nous sommes en tout début de partie. Nice qui talonne pour lui-même et qui tente sa chance. Mitrano était bien placé, mais petit à petit, eh bien, les Niçois vont prendre confiance. Encore une talonnade pour lui-même, cette fois c'était avec Françoise. Alors là, il y a quelque chose de surprenant, c'est que je crois voir le Racing Club de France, et nous revenons donc au stade Pierre de Coubertin à Cannes. C'est curieux. Toujours 0-0, rassurez-vous. Castagnino donne pour Lefebvre à la 8e minute, qui contrôle très bien et qui ne laisse aucune chance à Pascal Olmeta. Un but à 0 au départ, il y avait un coup franc et Castagnino qui a très bien prolongé pour Lefebvre, qui était curieusement démarqué, là à 6-7 mètres des buts d'Olmeta. Un but à 0, à partir de là évidemment Nice va encore prendre confiance. Dominguez, l'avancante, pèse énormément de par sa puissance sur la défense toulousaine. Avec Alfano. Ici un bon coup franc d'Albert Himon. Vous voyez une première mi-temps où il s'est passé beaucoup de choses, mais Nice est remarquablement organisé au milieu de terrain maintenant et en contre-attaque se montre dangereux, comme ici avec toujours Lefebvre qui a pris de vitesse Courbis. Olmeta avait bien flairé le coup. Un but à 0. Toulon ne se crée guère d'occasion, si ce n'est ce tir de Delio Nice qui a été marqué de très très près par le très bon stopper Patrick Bruisekesi. Et on approche de la fin de cette première mi-temps. Nous sommes à la 43e minute et là, eh bien, deuxième coup de théâtre pour la soirée après le but de Lefebvre. C'est une panne de courant. Heureusement, cela ne sera pas bien grave et au bout de 10 minutes, on pourra reprendre le jeu. Mais il ne sera pas très intéressant et toujours pas de but, toujours 1-0 donc pour Nice, qui sera inquiété ici sur cette superbe reprise d'Alfano, qui avait marqué un très joli but, grosso modo dans les mêmes circonstances contre Marseille au Stade Vélodrome en championnat. Ici une tête de Paganelli, cette fois Mitrano était belle et bien battue. En deuxième mi-temps, les actions les plus nettes effectivement seront à mettre à l'actif des Toulonnais. On ne comprend pas Ricord, qui est pourtant gaucher, pourquoi il n'ouvre pas de l'extérieur du pied gauche sur cette action. Il a préféré le pied droit et Paganelli est obligé de se déporter. Louis Ekesi était là pour protéger Mitrano. Cela dit, Roger Ricord est un remarquable joueur de ballon, il le prouve ici au Nice. Puis Paganelli est toujours le petit filet, mais dans l'ensemble, Nice n'a pas vraiment été débordé dans cette deuxième mi-temps. Les Niçois ont bien contrôlé le jeu et dans les arrêts de jeu, il marque un superbe deuxième but par le jeune Fabrice Medj, avec au départ eh bien, le buteur de la première mi-temps, c'est-à-dire Lefebvre, Fabrice Medj, qui est sans doute le joueur niçois le moins connu et qui se présente aux caméras de Téléfoot. Le 6 juin à Aix-en-Provence et je suis à Nice depuis junior première année et j'ai signé aspirant. J'ai signé mon contrat de professionnel cette année-là. Vous avez joué dans diverses sélections de jeunes? J'ai joué en minime de la Méditerranée, cadet de la Méditerranée. L'année dernière, j'ai été sélectionné une fois en espoir. On vous a découvert, je crois, à l'occasion d'un match important où ça a duré contre... Oui, c'est ça, l'année dernière contre Lyon, on avait fait 1-1, donc j'avais marqué. Il y aura sans doute encore beaucoup d'autres dans une carrière qui s'annonce fort belle. Fabrice Medj, en tout cas, victoire méritée des Niçois à 2-0 et un match de coupe assez intéressant. Les Niçois, évidemment, qui visent ce qu'ils ont laissé échapper de si peu l'année passée sous l'orage de Colombes, vous vous en souvenez, c'est-à-dire la montée en première division. Ils semblent bien placés, comme le disait Jean Séraphin, leur entraîneur. Pour eux, la coupe, c'est un plus. Dans la région parisienne, il y avait hier 2 matchs qui se déroulaient, l'un à Versailles, l'autre à Fontainebleau. Nous allons voir un petit peu très rapidement ce qui s'y est passé. Et les clubs hiérarchiquement mieux classés ont eu quelques petits problèmes. Le Racing notamment, le Racing qui affrontait Viry-Châtillon, club de Détroit. Le match avait lieu à Versailles. Mi-temps 0-0, fin du temps réglementaire 0-0 et il a fallu attendre la 105e minute de la partie pour voir le blond Philippe Piette réussir ce qui sera le seul but du match qui permet au Racing de remporter un succès. Ça ne leur était pas arrivé depuis longtemps et de se qualifier pour les 16e de finale d'extrême justesse. 1-0 donc après prolongation. À Fontainebleau, devant près de 5000 spectateurs, les tout petits de Moissy-Cramayel affrontaient Mulhouse. Mulhouse qui joue en maillot blanc.
Et longtemps, très longtemps, Moissy Cramayel va retarder l'échéance jusqu'au début de la deuxième mi-temps, où là, il y a une faute de Privat sur Bernardet qui filait au but. Le pénalty est indiscutable, transformé par Eriksen, et Mulhouse prend l'avantage par 1-0. Ce but va évidemment assommer un petit peu l'équipe de Moissy, on le comprend. Et sur un contre, Eriksen ayant subtilisé le ballon à Huyot, c'est un deuxième but marqué par le Danois, 2-0, dès lors le match est terminé. Et au cours des dernières minutes, à 2 minutes de la fin très exactement, l'arbitre laisse l'avantage et Erlaché marque le troisième but. Mais Moissy a bien tenu le choc, comme le dit Foiraty. C'est tout à fait logique, il y avait trop de différence entre les deux équipes. Enfin, je crois qu'on s'est bien battu et qu'on a été au bout de nous-mêmes. Voilà, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, regarder les autres résultats, les résultats des matchs que nous n'avons pas vécus en images, très rapidement. Il n'y a pas eu, je vous l'ai dit, de grosses surprises à signaler. Quand même des qualifications un petit peu difficiles, celle de Monaco par exemple contre Amiens, 2 buts signés Gingigny et Bravo contre un but de Mbaye. Toulouse, on l'a vu, Rouen a gagné 2-1 seulement aussi contre Caen, but de Roland et de Didot contre un but de Point. Lens 2-0 contre l'association sportive de Brest, voilà. But de Vercruis et de Zaramba. Marseille ne s'est qualifié qu'au pénalty contre l'équipe de Senlis. 2 buts de Relmi pour Rennes. Mulhouse, on vient de le voir. Le Stade français qui marche bien, le Stade français 92, s'est qualifié lui aussi pour les 16e de finale. Qualification facile pour Le Havre, beaucoup plus difficile pour Sedan. Valence qui élimine Beauvais, pourtant leader de son groupe. Le seul club hiérarchiquement inférieur qui s'est qualifié, on vient de le voir, c'est l'équipe de Pau. Pau qui a battu Quimper. On passe maintenant, alors que je vous le signale, il y aura 12 matchs qui se dérouleront cet après-midi, avec notamment une belle rencontre au Parc des Princes entre Auxerre et Metz et des clubs de première division en grand danger. Lyon, par exemple, contre Brest à Saint-Étienne, Tours contre Saint-Étienne à Nevers, le Paris Saint-Germain contre Montpellier à Alès, Sochaux contre Martigues à Arles. Bref, des matchs qui seront suivis de très très près par Didier Roustan qui vous en fera un résumé complet dans Sport Dimanche Soir ce soir après le film. On passe maintenant au football international et on retrouve Philippe Huy pour des images inédites. En effet, cette semaine, la Juventus de Michel Platini disputait un match amical à Alger contre la sélection nationale algérienne. Nous devons ces images à nos camarades de la télévision algérienne. Et le football amical fait recette en Algérie puisqu'il y avait 55 000 spectateurs pour voir notamment Bellini amener le premier but marqué par Maroc, le joueur de Brest. 1-0 donc pour l'Algérie, un but superbe. Les Italiens de la Juve égalisant à la suite d'un 1-2, Platini-Boniek, Boniek marquant donc ce but, 1-1 à la mi-temps. En deuxième période, la Juve va prendre l'avantage grâce à ce tir de Prandelli. Mais finalement, les Algériens vont réussir à remporter ce match. Ils vont d'abord égaliser à la suite de ce mauvais renvoi du gardien. Un but un petit peu heureux marqué par Yahi, 2-2 à ce moment-là. Mais ce n'est pas terminé puisque l'Algérie va remporter ce match amical, 3-2, grâce à ce dernier but. Après une très belle ouverture, c'est Meguichi donc, qui clôt la marque, 3-2. Mais Platini et la Juve ont passé une belle journée. Quant à l'Algérie, elle a bien préparé les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du Monde. Belloumi et Platini, les deux numéros 10 de ce match. Une équipe d'Algérie que l'on retrouvera avec plaisir si toutefois elle se qualifie pour le Mexique. Elle avait été la grande révélation du dernier championnat du monde en Espagne. Étranger toujours, maintenant avec Yves Kupferming, c'est des images qui nous viennent du championnat ouest-allemand de la Bundesliga, perturbé hier par la neige car il fait froid de l'autre côté du Rhin. Werder Brême, Bayern de Munich, le troisième contre le premier, c'était hier à Brême, le sommet de la 19e journée de la Bundesliga, une journée perturbée, 6 matchs reportés. Le premier but inscrit dès la 6e minute par l'avancante de Brême, Rudi Völler. Brême qui va doubler la mise à la 20e minute sur pénalty par son autre attaquant, Reinders. En fin de première mi-temps, le Bayern réagit. Un coup franc de Lerby contré. Et c'est Nardai qui reprend. Le ballon passe dans une forêt de jambes avant de tromper Burdanski. En deuxième mi-temps, va commencer comme la première pour Brême, c'est-à-dire avec un but, un premier tir contré par Oman. Et c'est Hermann qui reprend.
Le Bayern va à nouveau revenir à la marque à la 60e minute au terme d'une très belle action collective avec au départ Soren Lerby. Presque tous les joueurs de Munich vont toucher le ballon. Et après ce tir, Michael Rummenigge va laisser la politesse à Wolfhard qui réduit l'écart. Et à 20 minutes de la fin, Brême va marquer un 4e but par l'inévitable Rudi Völler. Völler qui lobe Oman avant de marquer dans le but vide. Brême revient à 1 point du Bayern. Vous remarquerez qu'à Brême, il devait faire drôlement frisquette parce que tous les joueurs du Bayern jouaient avec des collants noirs. Voilà, ce téléfoot touche à sa fin. Le temps pour moi de vous présenter les 2 revues qui viennent de sortir cette semaine avec tout d'abord Mondial. La couverture est consacrée à notre ami Dominique Rocheteau. Rocheteau qui a 30 ans. Il ne les fait pas, Dominique. De 11 avec tout sur le loto sportif et en couverture une autre star de l'équipe de France, c'est le sympathique gardien de but auxerrois Joël Batz. Voilà, ils sont tous les 2 en vente, vous les trouverez très facilement dans tous les kiosques. Bonne fin d'après-midi, rendez-vous cet après-midi pour Sport Dimanche et puis bien sûr ce soir pour Sport Dimanche soir et pour un autre téléfoot samedi prochain. Bonsoir, dimanche prochain pardon, dimanche, samedi c'est pour dans 15 jours. À la une aujourd'hui.